Donc maintenant, on va chercher les fréquences de résonance. Bonjour, nous sommes 6 élèves du lycée Bernard Palissy d'Agen et cette année nous avons tenté de recréer un nouveau tube de Rubens compatible avec les exigences de sécurité. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un tube de Rubens? Un tube de Rubens est un tube percé de petits trous à intervalles réguliers dans lequel on fait passer un gaz combustible. On va fermer les deux extrémités, donc l'une par un capuchon en métal et l'autre par une membrane vibrante qui permettra de faire passer du son. Donc à l'extrémité, on va mettre feu au niveau des trous du tube, au gaz, puis on va placer une source sonore à l'extrémité où se trouve la membrane vibrante. Des ondes sonores vont être produites à l'intérieur du tube et vont se réfléchir contre les extrémités. Cela va alors créer un phénomène d'interférence puisque les ondes seront de même amplitude mais de sens opposé. Donc c'est à la suite de ça que la hauteur des flammes va varier et c'est là qu'on observera un phénomène d'onde stationnaire. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, l'utilisation de gaz combustible est maintenant interdite. C'est pourquoi nous allons nous demander est-il possible de visualiser les ventres et les nœuds de pression acoustique dans une colonne d'air résonante sans utiliser de gaz combustible? Donc tout d'abord, nous allons commencer par étudier la résonance d'une colonne d'air dans un tube cylindrique et en expliquer les subtilités. Puis nous nous pencherons sur deux pistes différentes pour visualiser la pression dans le tube. Donc tout d'abord avec des oscillateurs en polystyrène qui réfléchiront des lasers qui feront office de flamme. Puis après nous nous pencherons sur l'analyse de la vibration de bulles de savon pour exploiter leur vibration et on va s'en servir comme oscillateur acoustique. Pour finir, nous réaliserons un tube à gaz ou à fumée, et ce qui sera une troisième solution à notre problématique, mais difficilement faisable en classe. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Axel qui va vous parler de la résonance d'une colonne d'air dans un tube cylindrique. Alors, nous pouvons trouver sur Internet plusieurs projets expérimentaux étudiant les ondes acoustiques dans un tube. C'est notamment le cas de notre lycée qui présenta plusieurs de ces projets, notamment au concours des Olympiades et de ces géniales. Donc, lorsqu'une colonne d'air est excitée par un haut-parleur soumis à un signal sinusoïdal, certaines fréquences sont favorisées. Nous les entendons plus fortement. Ce sont les modes propres de vibration de la colonne qui sont quantifiés. Les ondes sonores qui sont longitudinales permettent l'établissement d'ondes stationnaires dans le tube, qui est une qualité acoustique résonante. Donc, il faut réussir à distinguer les modes de vibration d'une colonne d'air fermée aux deux extrémités, puis d'une colonne d'air ouverte aux deux extrémités, et enfin d'une colonne d'air fermée à une seule extrémité. Pour ce, soit C, la vitesse du son dans l'air, et grand L, la longueur de la colonne d'air, toujours plus grande que celle du tube. Nous avons, pour une colonne d'air fermée aux deux extrémités ainsi qu'une colonne d'air ouverte aux deux extrémités, une fréquence fondamentale qui est de C sur 2 grand L. Et la fréquence des harmoniques sont les multiples de cette fréquence fondamentale. Et ensuite, pour une colonne d'air fermée à une seule extrémité, nous avons la fréquence fondamentale, F1 est égal C sur 4 grand L, et la fréquence des harmoniques sont les multiples impairs de cette fréquence fondamentale. Nous passons donc à la loi de D'Alembert. Donc pendant 3 mercredis après-midi, pour comprendre ce qui se passait dans le tube, on a travaillé sur les équations de D'Alembert. L'équation de D'Alembert, l'un de ses paramètres, c'est la fonction d'onde. Ici, on a une onde stationnaire. L'onde stationnaire pourrait être décrite par le produit de deux fonctions, une fonction g qui dépend du temps et une fonction f qui dépend de l'espace, et pas d'une fonction qui dépend de deux variables différentes. Donc ça nous permet de réécrire l'équation de D'Alembert de façon à avoir deux membres de l'expression qui ne dépendent pas de la même variable et qui sont pourtant égaux. Donc ça, la seule solution possible, c'est une constante, et donc ça nous permet d'écrire que pour f de x, f seconde de x plus k carré multiplié par f de x c'est égal à 0, avec k le vecteur d'onde, soit le nombre d'ondes par unité de longueur. Ensuite, pour résoudre cette équation différentielle, on a besoin d'une solution type et de conditions limites. Là, nos conditions limites, ce sont que aux extrémités du tube, il y a la surpression, en fait, elle est nulle. Donc, ça nous permet de dire que sin de KL, c'est égal à 0, donc que KL, c'est un multiple de pi. K, on sait comment l'exprimer, puisque c'est le vecteur d'onde. Donc ça nous permet de déduire que L, c'est égal à n lambda sur 2, et donc c'est égal à nc sur 2f. Et donc là, on va pouvoir retrouver notre fréquence qui est justement égale à nc sur 2l, et donc on en déduit qu'il y a des ondes stationnaires qui se produisent à des fréquences et des longueurs d'onde spécifiques. Donc ensuite, ces fréquences de résonance, on a voulu les trouver, les chercher.
Donc pour cela, on a commencé à aller chercher avec un tube long de 2 mètres, ouvert aux 2 extrémités, des côtés duquel on a placé un haut-parleur et un micro. Donc la moyenne des différences de fréquence entre deux harmoniques attendues, elle est de 85 Hz et celle qu'on trouve, elle est de 83,4 Hz. Donc on a une très petite différence, ça veut simplement dire que la colonne d'air est légèrement plus grande. Ensuite, on a fait des simulations sur un site indiqué par l'INRA, OpenWind. Et là, la même chose, on a des résultats qui sont cohérents et on a juste un écart un peu plus grand parce que en fait, sur OpenWind, il y a la présence de la bouche du musicien qui n'est pas présente dans notre montage. Ensuite, on a fait la même expérience avec un tube ouvert à une extrémité et fermé à l'autre extrémité sur lequel il y a des petits trous de 5 mm de diamètre. Ici, le problème, c'est que d'une part, la fréquence fondamentale attendue, elle est de 42,5 Hz parce que la relation qui donne ces fréquences-là, elle est différente, c'est C sur 4L. Le problème, c'est qu'avec notre micro, c'est indétectable. Et en plus, la moyenne de différence de fréquence entre deux harmoniques attendues, elle est de 85 Hz. Et nous, la moyenne qu'on mesure, elle est de 78,5 Hz. Donc c'est une différence qui est déjà significative. Donc ça veut dire qu'on a une colonne d'air qui est bien plus grande, 216,6 cm. Donc pour comprendre ça, on a fait d'autres simulations sur OpenWind avec 3 cas différents. Un cas où le tube il est ouvert, fermé, sans trou. Un autre cas où le tube il est ouvert, fermé, avec trou. Donc ces deux cas-là, ils vont nous permettre de déduire que les trous ils sont responsables d'un écart de seulement 1 Hz. Et enfin, un cas où le tube est ouvert aux deux extrémités. Et ce cas-là, il est bien plus bizarre parce que la fréquence fondamentale attendue elle est de 85 Hz, mais celle qu'on mesure, elle est de 77,2 Hz. Donc là, il n'y a pas vraiment de modèle simple pour l'expliquer. Ça relève de la mécanique des fluides. Et dans notre montage, c'est aussi dû, ça peut être dû au tube qu'a rajouté Antoine au niveau du haut-parleur qui produit un couplage. Donc maintenant, Axel va nous parler de la variation d'amplitude pour une résonance de 350 Hz. Pour notre projet, le tube de Rubens, il est important de connaître la position des maxima de pression ainsi que l'allure des courbes de pression. C'est pourquoi nous avons étudié la variation de l'amplitude de la tension du microphone autour d'une des résonances les plus visibles à 350 Hz. Ainsi, nous estimons la lecture de la fréquence à 1 Hz près et celle de la tension à 0,03 volts près. De plus, les valeurs indiquées par Lattice Pro, outil de mesure automatique, ne sont pas stables. Ainsi, nous obtenons cette courbe. Nous pouvons voir que le pic est atteint pour 3,2 volts, que la largeur de ce pic est de 10 Hz pour Umax sur racine de 2. Et nous pouvons constater que la résonance est assez marquée. Nous passons donc maintenant à la variation de l'amplitude en fonction de sa position dans le tube. Nous déplaçons pour cette expérience un microphone dans le tube, mesurant sa position et l'amplitude de sa tension sur Lattice Pro pour le 4e harmonique tuyau. Nous obtenons cette courbe, ici. Cette courbe, nous pouvons voir qu'elle représente 4 fuseaux. 4 fuseaux, c'est ce que nous essaierons de visualiser avec notre montage final. Cependant, il manque de points de mesure pour visualiser correctement les maxima et les minima. C'est pourquoi nous avons refait l'expérience pour un seul fuseau avec plus de points de mesure, car il est trop pénible de laisser l'expérience trop longtemps à cause du bruit. Nous obtenons donc cette courbe, qui est la variation de l'amplitude du microphone en volts en fonction de sa position en centimètres dans le tube pour un fuseau. Nous pouvons voir ici que le pic est atteint pour 1,35 volts, que la largeur de ce pic est de 23 cm pour Umax sur racine de 2, donc 1,35 sur racine de 2, soit 0,95 volts. Et de plus, nous pouvons voir une courbe montrant des pics assez marqués. Nous voulons maintenant visualiser ces faisceaux sans fumée, sans microphone, sans gaz et sans danger. Et c'est pourquoi maintenant Antoine va vous présenter notre recherche d'un dispositif permettant d'identifier la pression acoustique dans notre tube avec des oscillateurs en polystyrène. Donc pour remplacer les vraies flammes du tube de Rubin et pour visualiser les maxima et les minima de pression, on a eu plusieurs idées. La première, ça a été d'utiliser des oscillateurs en aluminium. La seconde, ça a été d'étaler des fines bulles de savon sur le tube. Et la troisième, ça a été d'utiliser la fumée. Il faut savoir qu'au début de notre montage, il n'était pas vraiment impressionnant. C'était un haut-parleur, un micro, un laser et un carré d'aluminium. Sur le laser venait se réfléchir sur le carré, ça projetait une image au tableau. Sauf qu'on a obtenu deux tableaux. Le premier avec un tube ouvert-ouvert et le deuxième avec un tube ouvert-fermé. Et c'est là qu'on a compris qu'il était difficile d'évaluer les maximums de vibration. C'est pour ça que j'ai décidé d'améliorer le montage en y ajoutant
en y ajoutant 10 lasers. Sauf qu'aligner 10 lasers sur un tube, c'est pas quelque chose de facile, donc j'ai réfléchi et j'ai eu l'idée de prendre 2 planches de bois, 2 charnières, 10 pinces et d'y accrocher mes lasers. Ça me permet d'avoir tous les lasers qui sont réfléchis sur les petits joints qui contiennent les carrés d'aluminium, le tout projeté sur le tableau avec une précision au millimètre près. Enfin, nous avons voulu essayer l'amplitude des oscillations du vibrateur. Nous voulons maintenant savoir si les vibrations de nos petits systèmes réfléchissant la lumière laser sont à l'image de l'amplitude de la tension du microphone au même point. Pour cela, on regarde l'amplitude en millivolts, mais aussi l'amplitude en centimètres. Nos mesures ont été faites autour de la fréquence de 350 Hz, une des moins pénibles à étudier. Nous constatons que l'amplitude de vibration du signal lumineux n'est pas encore proportionnelle à l'amplitude du signal du microphone. Cependant, l'amplitude est maximale pour la résonance. Notre dispositif est donc adapté pour visualiser la résonance. Alors maintenant, Loïs et Héloïse vont vous parler de notre étude quantitative de la vibration de bulles de savon. Donc nous avons déjà trouvé un moyen de visualiser les nœuds et les fentes de pression à l'intérieur de notre tube avec les oscillateurs en aluminium, mais on a essayé de chercher une piste alternative à cela, les bulles de savon. Pas n'importe quel type de bulles de savon, des bulles armurées à l'aide de glycérol. L'idée ne nous est pas venue de nulle part, on a été inspiré d'un groupe qui a présenté un projet de bulles armurées aux Olympiades l'année dernière. Et donc ils ont armuré leurs bulles avec du glycérol. Ce glycérol, il a des propriétés, il est gluant en fait, ce qui retient l'humidité dans les bulles et les empêche d'éclater, mais ça les rend aussi, par viscosité, plus résistantes aux vibrations. Donc on a reproduit ces bulles-là avec un mélange trouvé sur internet, 100 ml d'eau, 25 ml de liquide vaisselle et 8 ml de glycérol, et on a essayé de les mettre sur les trous de notre tube. L'idée c'était de poser des dômes de bulles au-dessus des trous du tube, d'envoyer le son à l'intérieur et d'observer les vibrations. Le problème, c'est que nos bulles étaient comme aspirées à l'intérieur des trous et ça ne formait que des films de savon et pas réellement des dômes. Donc on ne pouvait pas observer les vibrations comme on le souhaitait. Alors un peu au hasard, on a essayé de prendre un téléphone et d'utiliser la lumière pour filmer les vibrations de ce film de savon en changeant la fréquence. Et on a remarqué 2 points de lumière qui s'éloignent ou se rapprochent en fonction des différences de fréquence. Donc nous cherchons donc à établir un lien entre la fréquence Ebis et la distance entre ces 2 zones lumineuses. Pour cela, grâce à la vidéo du film de savon réalisé, on va analyser d'une part la variation de fréquence au cours de la vidéo et d'autre part l'évolution de la distance entre les 2 points lumineux à la surface de la bulle. Donc tout d'abord, sur Audacity, on va analyser le fichier audio. Donc pour cela, on va zoomer sur le signal afin de visualiser différentes périodes dont on va déterminer la durée en échantillon pour obtenir un résultat plus précis. Et en connaissant la fréquence d'échantillonnage du fichier audio ici de 48 000 Hz, on va pouvoir convertir le nombre d'échantillons en une durée et donc obtenir la fréquence pour une vingtaine de dates à différents instants de la vidéo. Et d'autre part, sur Logger Pro, on va étudier la distance entre les zones lumineuses de la bulle. On peut voir ici un trait vert qui nous sert d'échelle pour les mesures qui correspond au diamètre de la bulle. Et donc on va pouvoir déterminer la distance entre ces 2 points lumineux pour les mêmes dates que pour les mesures de fréquence. Et donc nous obtenons avec ces résultats ce graphique qui va nous montrer l'évolution de la distance en fonction de la fréquence. Et donc on constate que la distance entre les 2 zones lumineuses diminue jusqu'à s'annuler à la fréquence de résonance, ici donc autour de 133 Hz. Nous pouvons donc conclure de cette expérience que les bulles de savon éclairées par la lumière peuvent servir à visualiser les résonances de la colonne d'air du tube de Rubens, car en effet, les bulles ne vibrent pas toutes de la même façon selon leur position sur le tube et selon la fréquence du son émis. Les bulles proches des ventres de pression vibreront beaucoup plus que les bulles au niveau des nœuds qui ne vibrent en théorie pas du tout. Ensuite, nous nous interrogeons sur la nature des phénomènes que nous observons, et c'est pourquoi nous contactons Fernando Leal Calderón, qui nous explique que notre expérience est une illustration des 2 formes possibles d'un film de savon. Donc dans le premier cas, le common film, c'est le plus épais des 2, et donc la lumière va se réfléchir sur l'interface extérieure, ce qui va inverser les minimums et les maximums d'amplitude de l'onde, et ensuite une partie des rayons lumineux va se réfléchir à l'intérieur de la bulle sur la 2e interface, et donc ces rayons vont créer des interférences avec les premiers. Celles-ci peuvent être constructives si l'épaisseur du film est de l'ordre de la demi-longueur d'onde, car ainsi des rayons parcourant 2 fois l'épaisseur du film vont se retrouver en phase avec les premiers, et on observe alors des couleurs irisées à la surface de la bulle. Or, dans notre cas, les bulles apparaissent noires, car le film est tellement fin que les 2 interfaces sont quasiment confondues.
C'est donc un Newton Black Film, l'objet le plus petit que l'œil humain peut voir, d'une épaisseur de 5 nanomètres. Et c'est pourquoi lorsque la lumière va se réfléchir sur la première interface, les minimums et les maximums d'amplitude de l'onde s'inversent, et donc les ondes sont en opposition de phase, les interférences sont destructives, et on observe un film de savon noir. Nous avons réalisé l'expérience avec un film de savon dans un fil de fer, afin de visualiser les différentes couleurs en fonction de l'épaisseur du film. Donc, maintenant que nous avons compris les phénomènes physiques auxquels nous faisons face, il faut les exploiter. Pour ça, on va faire un montage qui reprend l'expérience qu'on avait fait avec la caméra du téléphone, mais cette fois avec 5 webcams reliées à un ordinateur qui fonctionne, qui affiche le retour des images grâce à un programme codé en Python. Donc au début, on a eu l'idée de brancher 10 caméras à un seul et même ordinateur pour pouvoir visualiser un maximum de trous du tube. Donc pour ça, on a pensé à un hub USB. Le hub USB, il est arrangeant parce qu'on peut le brancher sur un seul port USB et y brancher plusieurs caméras. Donc on n'était pas limité par le nombre. Le problème, c'est que ça ne marchait pas. Et donc on a mis du temps à comprendre pourquoi, mais on a trouvé la solution sur Internet. Les ordinateurs ne peuvent pas recevoir plusieurs flux vidéo sur le même port USB. Sinon, les flux s'écrasent et ils ne prennent que celui qui est le plus alimenté. Donc cette méthode-là n'était pas possible et on pensait réduire drastiquement le nombre de caméras, donc le faire tomber à 3. À savoir le nombre de ports USB qu'il y avait sur notre ordinateur portable, et ce qui n'était pas très représentatif, ce qui ne permettait pas vraiment de bien visualiser les nœuds et les fentes de pression dans le cube. L'autre solution à laquelle on a pensé, c'était un petit ordinateur compact, donc facilement transportable, et qui avait environ 5 ports USB. Par chance, on en a trouvé un. Donc on a trouvé ce petit ordinateur compact sur lequel on a installé notre programme, et sur lequel on a pu brancher 5 caméras, un clavier et une souris. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ordinateur, il est compact. Ça veut dire qu'on a rencontré un problème technique qui était la surchauffe. Vu que l'ordinateur est compact, il chauffait très vite. On pouvait l'utiliser qu'environ 10 minutes avant qu'il surchauffe et qu'une caméra ne fonctionne plus. Donc on a eu l'idée de l'ouvrir et maintenant le programme fonctionne beaucoup mieux. Et donc ça nous a permis de visualiser les nœuds et les fentes de pression dans le tube à l'aide de nos caméras. Donc maintenant, Axel va vous présenter notre tube à fumée et notre tube à gaz. Donc, nous avons réalisé, en dehors du lycée, une expérience avec un tube de Rubens à gaz chez notre professeur. Ayant peur d'y mettre d'abord du gaz, nous avons d'abord pensé à une bombe à fumigène. Nous avons donc réalisé l'expérience avec une bombe à fumigène et un trompettiste. Seulement, la fumée ne s'est pas répandue de manière homogène dans le tube, et elle est ressortie sur nos trous d'observation sur seulement la moitié d'eux. De plus, nous avons réussi à visualiser 2 fuseaux à travers la fumée, ici et ici. Le tube chauffe, mais le flux de fumée est trop important et gêne donc le musicien. Il nous faut trouver une autre solution, d'où le tube à gaz. La machine à fumer. Ici, tube et machine à fumer. Ainsi, Loïs, mon camarade ici présent, possède une machine à fumer que nous avons testée. Nous espérons, avec cette machine, pouvoir remplir le tube de manière homogène et visualiser des fuseaux sans intoxiquer personne. La fumée sort lors des maxima de pression et aussi tout au long de l'expérience. À la résonance, elle sort plus fortement et nous pouvons visualiser des fuseaux se dessiner. Donc, depuis la fin de la seconde, notre groupe présente des projets au concours des Olympiades et au concours C'est Génial. Et nous investissons énormément dans ces projets. C'est pourquoi cette année, nous sommes réunis tous les mercredis après-midi pour y travailler pour qu'ils prennent forme le mieux possible. Et nous avons eu la chance de mener ce projet donc en autonomie. Ça nous a permis d'approfondir plein de connaissances en matière de physique et également en matière d'acoustique. Donc pour résumer, nous avons trouvé 2 solutions pour mener notre projet à bien. Donc tout d'abord, utiliser des oscillateurs en polystyrène qui réfléchissent des lasers qui imitent les flammes du tube de Rubens traditionnel. Puis donc, nous avons utilisé des bulles de savon et nous nous sommes servis de leurs propriétés acoustiques pour en faire d'autres vibrateurs acoustiques. Donc nous avons pu visualiser de 2 manières différentes les ventres et les nœuds de pression d'ondes stationnaires dans notre nouveau tube, donc sans utiliser de gaz combustible et donc également sans danger. Également, nous avons essayé de construire un tube à fumée, mais c'est une expérience plus compliquée à réaliser en classe. Et nous avons également réalisé un tube à gaz pour vérifier que notre tube de Rubens était comparable à l'original. Donc pour finir, pour notre projet, nous avons fait appel à plusieurs enseignants et chercheurs afin d'avoir la meilleure compréhension possible de notre projet.